Bonjour, ça marche? Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette table ronde. Dans le cadre du Week-end à Bullé, c'est la troisième édition cette année du Week-end à Bullé, avec notre invitée d'honneur cette année, Lisa Mandel, qui nous fait le plaisir d'être là et qui est très bien entourée. Vous avez peut-être pu découvrir déjà l'exposition que nous avons concoctée avec Lisa et dans laquelle vous pouvez découvrir plusieurs de ses travaux, mais aussi des travaux d'Élodie Chanta qui est présente également aujourd'hui avec nous. C'est en direct avec notre partenaire Radio Westrack et ce sera illustré avec humour et en direct également par Jérôme Siroux. Voilà, je vous souhaite un bon moment. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de se retrouver dans cet endroit fabuleux avec des auteurs formidables et un public que j'imagine fabuleux. Vous le confirmerez au long de l'après-midi. Levez le voile sur les conditions de travail des auteurs Fichtre. C'est donc ça que vous êtes venus voir. Dans l'émission Very Good Trip de Mishka Sayas de mercredi dernier, Frank Black, un des fondateurs du groupe des Pixies, répondait à un journaliste qui lui demandait comment lui venait l'inspiration pour écrire de nouvelles chansons. Et il lui a répondu pardonnez-moi, mais cette histoire d'inspiration, c'est un point de vue pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Moi, j'ai besoin de bonnes conditions matérielles, c'est tout. On a tous besoin de payer le loyer, rembourser l'emprunt, verser la pension alimentaire, financer des études. Donnez-moi les conditions nécessaires et je fais mon boulot. Alors on verra si ce genre de considération fait écho peu ou prou aux gens qui sont ici. Hasard, si vous êtes sur les réseaux sociaux et si vous vous connectez sur le compte Facebook de Jean-Christophe Menu, auteur de bande dessinée, co-créateur de la maison d'édition L'Association, plus tard de l'Apocalypse, vous verrez le courrier qui vient de rédiger d'une très très jolie écriture, là, dirigé à l'URSSAF Limousin. Alors je crois que j'avais vu quelque chose qui parlait d'URSSAF Limousin ici il n'y a pas très très longtemps. Donc effectivement, il semblerait que ce soit un sujet de préoccupation. Avant de rentrer dans le concret et donner la parole aux invités, parce que c'est ça qui serait intéressant ici, un rapide tour d'horizon, si vous connaissez déjà les autrices et auteurs qui sont là, ou si vous voulez les connaître un petit peu mieux. Donc Lisa Mandel, l'invitée d'honneur, ici. Un baccalauréat arts appliqués, École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. En début de carrière, 2 séries jeunesse, Nini Patalo dans le magazine Show et puis Eddie Milleveux dans l'extraordinaire magazine Capsule Cosmique, dont j'aurais adoré qu'il dure plus longtemps. Et puis ensuite des travaux plus personnel, si on peut penser que peut-être Patolo n'était pas personnel, ça peut être très personnel aussi. Libre comme un poney sauvage en 2006, nourri de blogs liés à la vie quotidienne, HP plus tard, à l'association une envie de se confronter au réel et une veine encore travaillée aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, et on a ici un certain nombre de planches qui en témoignent. En 2015, et ça pourra être sujet d'intérêt aussi dans ce qui nous concerne, cofondation du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, travail avec les migrants de la jungle. Contre le sexe, non, quand même. Non. Donc elle travaille sur les migrants de la jungle de Calais avec un blog, Les Nouvelles de la Jungle, et ensuite publication en livre, et puis une année exemplaire, donc avec tout le travail qui est ici présenté de façon abondante et assez formidable. Et puis, conséquence logique de ce militantisme et de ces préoccupations sociétales, cofondation aussi d'une maison d'édition pas comme les autres, les éditions exemplaires, fondée sur le financement participatif et sur l'idée, utopique ou pas, on pourra en parler, d'une meilleure rémunération des créatrices et des créateurs. On fait le tour de nos 4 invités, comme ça ensuite on pourra basculer sur tout le reste. Riff Rebs, que vous connaissez peut-être ici, je ne sais pas, qui est études au Gobelin à Paris, art déco. T'as jamais fait les Gobelins? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les arts déco déjà, c'est bien. C'est pas mal. Après, j'ai appris le métier de s'animer dans les studios, donc j'ai pas fait les Gobelins. Cofondation de l'atelier Asylum avec Arthur Quack, Cromwell, Edith. Des premiers projets de bande dessinée avec le bal de la sueur qui suit un travail sur du dessin animé avec les mondes engloutis. Création en 1990 d'un personnage comme Myrtille Fauvette. Et puis en 2009, adaptation d'un roman
de Macorlan, à bord de l'Étoile matutine, qui déclenche une trilogie maritime qui comportera aussi bien le Loup des mers que plus tard Hommes à la mer. Une des caractéristiques du travail de Rif, c'est de ne pas travailler que dans le champ de la bande dessinée, mais également dans l'illustration, dans le livre jeunesse, la bande dessinée jeunesse même, avec moi. Les éditions de la Gouttière, Rackham, des petits éditeurs aussi, donc il y a les gros, les petits, les moyens, les alternatifs. Enfin. Et parmi les publications les plus récentes, le travail cette fois-ci sur Le Vagabond des étoiles, les 2 tomes du Vagabond des étoiles, là encore adaptation de Jack London. Excusez-moi, il y a un côté de décalage horaire entre Saint-Malo et ici. Si on se tourne vers Elodie Chanta, elle travaille en atelier, l'atelier Rascasse, si c'est toujours le cas ou pas, ou s'il a encore je suis mal renseigné. C'est pas un vrai atelier, c'est pas un atelier dans lequel oui, je comprends, on se connaît pas, donc tu vas faire tes recherches sur Internet, c'est normal. Mais Internet ne dit pas toute la vérité. Je me présente, du coup, j'en profite. Ouais. Donc, je suis autrice. Je fais aussi du tatouage. Et j'ai monté à Bruxelles, là où je réside, un atelier qui s'appelle l'Atelier Rascasse. Mais c'est principalement l'endroit où je tatoue et où je dessine plus rarement. En fait, je travaille chez moi, en solitaire. Merci pour ce point. Donc, si on la rencontre d'abord en ligne sur son blog, Elodie publie des albums depuis 2014 et travaille pour la presse, en particulier Biscotto, Milan, Bayard. Et là aussi, si j'en crois des rumeurs internet, Elodie aurait publié sous pseudo dans Fluide Glacial. Ce n'est pas une rumeur. D'accord. Côté livre, Marcelin Comète, comme premier livre publié, avec Marc Lisano au scénario, chez Des Ronds dans l'eau, et puis on la retrouve aujourd'hui à la Pastèque, avec les 2 tomes de Crevettes, Cécile les objets cassés chez Biscotto, des livres chez La Ville Brûle aussi, Résine, et puis du côté de Bayard, et la collection BD Kids avec Ortie et Douce, et puis j'ai découvert le livre à Saint-Malo hier, sur le stand de Nathan, Léonie et les Scarabées. Absolument, tout est vrai, bon. Tout est correct. Ouf. Et enfin Edith, art décoratif aussi. Un premier album Ornicar sur scénario de Gilles Gonor chez Futuropolis, et puis le grand public le découvre ensuite en 90 avec la série Basile et Victoria, scénario de Yann, adapté en dessin animé sous le nom d'Orson et Olivia. Et parallèlement à cette carrière de bande dessinée, Edith a aussi une carrière intense d'illustratrice dans l'édition jeunesse. Côté bande dessinée, elle creusera la veine jeunesse avec une série comme le Trio Bonaventure, scénarisé par Corcal, ou l'adaptation du Jardin de minuit, d'après le roman jeunesse Tom et le Jardin de minuit de Philippa Pierce. Et puis sur des bandes dessinées plus tout public, le décapant Eugène de Tourcoing Star Trek, ou La Chambre de Lautréamont, à chaque fois avec Corcal également, ou Léo de Hurlevent avec Yann, ou Emma J. Wilford avec Zitrou. Et côté actualité, là aussi, c'était une nouveauté du salon de Saint-Malo, Séraphine, adaptation de Marie Desplechin. Et elle sera dans l'actualité à l'honneur sur le festival de BD Boom, dont elle est grand boom dans quelques semaines maintenant. Alors tout ceci étant dit, et pour peut-être ne pas démarrer du côté de la vie matérielle, j'aimerais vous demander, puisque j'ai parlé études sur les uns et les autres, si en termes de clichés on peut apprendre à devenir auteur. Qui veut intervenir sur le sujet. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il faut faire des écoles pour devenir auteur de bande dessinée? Excuse-moi, je commence. Vas-y. Bon, il y a des écoles un peu pour tout maintenant. À mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas vraiment d'école de bande dessinée déjà, donc il fallait inventer son métier. Ça va. Et donc il y a des écoles de scénario, de scénaristes, il y a des écoles de dessin, de bande dessinée, de dessin animé, enfin qui forment dans tous les sens. Malgré tout, quand on est tout seul devant sa page, il faut un peu réinventer à sa sauce les choses, quoi. En tout cas, j'ai pas entendu parler
de comment on fait le métier de la bande dessinée, comment on a des problèmes avec les droits d'auteur, comment on négocie un contrat, tout ça on ne sait pas, on n'a pas d'éducation par rapport à ça. Donc c'est sur le tas qu'on commence à lire, à éplucher les conseils des collègues. Donc c'est quand même assez empirique encore. Lisa, il y a actuellement des écoles qui se développent. Il y a une école, il y a un Brassard qui est devenu Delcourt. En tout cas, il y a une tentative peut-être d'un marché de s'emparer de ça pour faire travailler des jeunes. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut l'être? Moi, l'impression que j'ai, alors c'est tout personnel, parce que moi j'ai fait une école, je fais aussi un bac art appliqué. L'impression que j'ai par rapport aux écoles d'art, c'est qu'effectivement, en fait, elles apprennent moins à faire de la BD d'un point de vue technique que à laisser à la personne le temps de maturer avant d'arriver dans le milieu du travail. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti mes 5 ans d'études plus comme un endroit safe où je pouvais mûrir et voir aussi et construire ma culture BD aussi autour de celle de mes collègues. En fait, moi j'ai plutôt vécu ça comme une émulation collective. Et en fait, je trouve que la nécessité des écoles, enfin l'utilité des écoles d'art, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça a été vraiment le fait de me retrouver confrontée à d'autres univers et d'avoir une émulation collective, ce qu'on n'a pas quand on est tout seul chez soi. Après, au niveau purement technique, c'est vrai que moi aussi, je suis arrivée à un moment où c'était pas vraiment, c'était plus illustration jeunesse, l'école des arts décoratifs de Strasbourg, et j'ai l'impression que on avait des cours de dessin et tout, mais c'était pas tant l'aspect technique que vraiment le fait que ça laisse un endroit pour arriver à maturation. Moi, je connais des gens qui sont autodidactes dans la BD, mais c'est sûr que c'est un parcours qui est plus difficile. D'ailleurs, par exemple, plus récemment, quelqu'un qui explose assez récemment, là, Fabien Toulmé, lui était ingénieur, et il a quitté son métier d'ingénieur pour faire de la BD. Il y a Eric Enino, qui a fait des séries très connues, qui était aussi ingénieur. Bon, il y a beaucoup d'ingénieurs qui deviennent auteurs de BD, visiblement. Ils ont envie d'être pauvres. Et ouais, donc l'école, moi, je trouve que c'est surtout ce fait de se regrouper et d'être avec des gens qui ont la même sensibilité que soi. Après, effectivement, il y a un gros manque. Alors, il paraît que c'est de plus en plus enseigné, parce que justement, on m'a contredite une fois. Mais on n'a pas, effectivement, nous, étudié la compta, on ne connaissait pas notre statut, on ne savait pas comment lire un contrat. Et ça, je trouve que c'est une énorme lacune dans l'enseignement artistique, de nous faire croire qu'on est des espèces d'artistes évanescents, d'anges à la créativité infinie, mais qui n'avons pas finalement de besoins matériels tels que manger, s'habiller. Et on arrive après dans le monde du travail comme des gros poussins sortis de l'œuf, et on se fait arnaquer horriblement pendant des années, tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas qu'on est aussi dans un métier de négoce. Et que l'argent n'est pas sale, et on peut en parler, quoi. Et de la même manière, quand on fait de l'histoire de l'art dans ces écoles-là, on ne nous explique pas comment vivaient tous ces artistes. Et de la même manière, on pense qu'ils sont que sujets à l'inspiration, à la création, alors qu'ils ont une réalité qui était, quelle que soit l'époque, a priori comme les nôtres, c'est comment manger, comment remplir le frigo, nourrir les enfants en pratiquant son métier. Et on a affaire à beaucoup de théories, comme si les choses effectivement tombaient du ciel. Et la vérité, c'est qu'on est sur Terre comme tous les travailleurs et tous les gens qui vivent sur cette planète, quoi. Élodie, sur cette question du parcours artistique, le tien, ou ce que tu penses que devrait être peut-être un parcours artistique? Oui, je remarque d'ailleurs que tu as cité les écoles de chacun, mais pas les miennes. C'est peut-être parce que j'ai fait une fac, donc pas une école spécialisée. Parce que moi, tout simplement, je ne savais pas que ça existait, les écoles de BD. Et je savais peut-être même pas que je voulais faire de la BD, je sais pas. Parce que au sortir du lycée... Et donc en termes de parcours, le tien, cette fac, ça a été c'est une fac d'art plastique quand même, donc il y avait le côté artistique, mais quand même super éloigné de la bande dessinée. Parce que moi j'ai des parents qui ont fait les beaux-arts, et donc comme j'ai grandi vraiment dans le Nord Finistère, vraiment en race campagne, dans un hameau de 3 maisons, et 5 habitants, et et qu'il n'y avait pas internet à l'époque encore, et je savais pas que ça existait, les écoles de BD, et je connaissais juste les beaux-arts. En allant au lycée, j'ai fait option art plastique, et là mon prof d'art plastique m'a dit il y a aussi la fac d'art plastique, et donc voilà, 2 possibilités s'offraient à moi, beaux-arts ou art plastique. Et en ayant passé les concours des Beaux-Arts, je me suis dit que c'était peut-être pas trop ça qui me correspondait, que je serais peut-être plus libre à la fac, donc j'ai décidé de faire la fac. Et je pense qu'à la fin de ma licence, j'ai eu vent qu'il existait des écoles de bande dessinée, et que ça s'apprenait, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis pas mécontente d'avoir appris plus sur le tas, on va dire.
Ouais, je pense que, en fait, Lisa disait que les études lui ont servi d'émulation un petit peu, avant d'être jetée comme ça dans le milieu du travail. Et moi, c'est peut-être ça qui m'a manqué. Et finalement, j'ai commencé à éditer des trucs qui n'étaient pas encore arrivés à maturation, je pense. Et donc, il y a quelques-unes de mes premières BD qui ont servi à essuyer les plâtres un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du succès un peu plus tard, enfin pas à mes premières publications en tout cas. Edith, sur cette question-là, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, je peux rajouter quelque chose. En fait, je trouve qu'il y a une question qui se pose, c'est par exemple, j'ai fait les arts décoratifs à l'époque, la BD dans les années 80, c'était no way, quoi. C'était le truc le plus vulgaire qui soit, donc par les BD aux arts décoratifs à cette époque-là. Voilà, c'était même pas la peine. Donc, j'ai pas du tout travaillé la bande dessinée aux arts décoratifs. Et en fait, finalement, je me suis formée à l'atelier avec Riff et Cromwell et Arthur Quack. C'est eux qui m'ont appris, en fait. Alors, évidemment, je dessinais, c'est pas le problème. Mais toute la culture, toute la mise en forme bande dessinée, pourquoi tu fais de la bande dessinée, l'idée de raconter une histoire, etc. C'est là que je l'ai appris, c'est en côtoyant des dessinateurs déjà lancés dans le métier. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est assez bizarre, c'est que, alors j'ai peut-être une fausse idée des écoles spécialisées en apprentissage de la bande dessinée, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez, pour avoir rencontré quelques élèves, c'est assez, comment dire, c'est un peu un couloir, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend à faire de la bande dessinée, voilà. Je parle pas seulement du problème effectivement, des conditions de travail, etc. Simplement, on apprend à faire de la bande dessinée. Or, moi, je me rends compte que si j'ai pu avancer dans ce métier, c'est aussi parce que j'ai fait une école d'art et que j'ai touché à des tas de domaines, illustration, sciences humaines, je sais pas, géométrie, etc. Et je me dis, finalement, quand on parle avec des élèves des Beaux-Arts actuellement, on ne dessine plus aux Beaux-Arts. J'ai rencontré des élèves qui disent, le crayon, voilà, on leur dit, mais pousse ce crayon, t'as pas besoin de crayon. Donc je me dis, d'un côté, des écoles d'art plus généralistes, on ne peut pas dessiner. De l'autre côté, des écoles d'apprentissage de bande dessinée où apparemment, mais je peux me tromper, hein, parce qu'elles sont peut-être pas toutes pareilles, apparemment, on est sur vraiment une visée hyper, je veux dire, étroite. J'apprends à faire de la bande dessinée. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a un endroit où on parle de la bande dessinée, on apprend à dessiner, on apprend la narration de la bande dessinée, mais aussi on apprend, je sais pas, un peu de sciences humaines. Est-ce qu'on apprend, comme disait Riff, finalement, c'est quoi le métier d'artiste? Enfin, des réflexions qui dépassent un peu le fait de mettre une case après l'autre. Et je me dis, est-ce que cet endroit-là existe? Moi, je sais pas. Peut-être quelque chose à créer, à inventer si vous avez une âme d'entrepreneur et que vous voulez bouger le paysage de la bande dessinée dans les années qui viennent. Pourquoi pas? Peut-être une école exemplaire. Moi, en fait, ce que je trouve surtout compliqué dans les écoles d'art, c'est que c'est une exclusion non verbalisée de tout ce qui n'est pas blanc, bobo et middle class. Donc en fait, on a tout un pan de la population qui n'a pas accès aux écoles d'art, tout simplement, alors qu'après, qu'on soit content de l'enseignement qui est dedans ou pas, c'est encore autre chose. Moi, je trouve que le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on voit arriver en bande dessinée une population qui n'est pas du tout diverse, qui n'est pas du tout à l'image de la France, une population très blanche, avant qui était très masculine, mais qui se féminise beaucoup, heureusement. Et du coup, moi, c'est plutôt dans ce prisme-là que quand je réfléchis à ce que moi, je pourrais faire à mon niveau et à mon échelle pour changer ça, en ce moment, il y a une grosse conversation sur la notion d'apprentissage, en me disant, mais il y aurait un petit gamin, un petit étudiant, enfin un petit jeune, comme avant les écoles, qui viendrait dans un atelier BD avec des auteurs confirmés. Je suis sûre qu'en quelques années, il peut devenir parfaitement capable de faire une BD, et ça évite en fait de passer par ces écoles ultra élitistes. Alors ok, on a un enseignement public de qualité en art en France, mais qui est tellement sélectif qu'en fait, il est très excluant. Et moi, je vois des jeunes, j'ai fait une année de résidence, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Pendant 1 an, je suis allée dans une médiathèque donner des cours à des gamins qui étaient passionnés. Et ben, ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient aller dans un lycée art appliqué. De toute façon, le lycée art appliqué en question à Paris était inaccessible pour leur niveau scolaire. Et pourtant, ce n'étaient pas des mauvais élèves, hein. Donc,
Moi, c'est surtout ça que j'interroge aujourd'hui, c'est comment, alors que c'est un métier, la BD, qui a été méprisé des années, mais je dis c'est notre force, parce qu'on a pu faire ce qu'on voulait dedans, que c'est un métier qui ne nécessite aucun diplôme. C'est-à-dire que demain, vous arrivez, vous pouvez faire une BD, si la BD elle est bien, elle est prise, on ne va pas vous demander le bac. Et je me dis, comment c'est possible qu'un métier qui en fait est aussi ouvert se retrouve phagocyté par une catégorie socioculturelle. Alors des fois, il y a un peu des paysans, il y a un peu des nobles, il y a un peu des prolos, mais grosso modo, c'est quand même toujours la middle class, enfin toujours des gens, de milieux, enfin c'est les gens vraiment de milieux défavorisés n'ont pas accès à ça. Et après on peut dire oui, mais parce que quand on vient de milieux défavorisés et qu'on réussit, les parents veulent pas qu'on devienne un crevard d'auteur de BD, ce que je peux entendre. Mais c'est aussi qu'il y a plein de jeunes qui, c'est une question. Moi, ce serait plutôt de faire venir des gens chez nous et de les former comme ça sur le tas. Et comme disait Edith, dans un atelier, on peut tout apprendre. Hein, Dans le C'est mieux avant, on pourra se souvenir qu'un auteur qui s'appelait JG avait pris en atelier Maurice, Peyo et Franquin. Alors peut-être que c'était juste une coïncidence qu'il ait ces trois langues d'atelier et que ça fabrique la BD franco-belge, mais peut-être pas. Peut-être que c'était juste un bon pédagogue et cette proximité avait ses vertus. Avant de rentrer dans la partie plus métier, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes ici qui sont peut-être venus avec des questions très pragmatiques sur le sujet. Dans les clichés, puisque c'était une des thématiques pour lesquelles on avait échangé avec les équipes ici. Il y a la question qu'on me pose souvent et qu'on vous pose souvent, ou pas d'ailleurs, qui est celle du don. Qu'est-ce que vous avez comme lien? Démarrer avec Élodie sur ça. L'idée d'avoir un quelque chose, c'est-à-dire d'être là aujourd'hui dans ce métier-là parce qu'il y aurait quelque chose inné, un don à l'origine de cette carrière, de ce... Oui, un don, je pense que c'est un peu usurpé comme façon de parler. Je pense qu'on peut avoir des prédominations, je sais pas comment dire, des dispositions exactement pour... moi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, mes deux parents ont fait les beaux-arts. Je sais pas si c'est parce que génétiquement... en moi coule la passion pour le dessin, ou est-ce que c'est parce que, si je m'y suis mis, est-ce que c'est parce qu'il y avait les deux ateliers de mes parents et donc du papier et des crayons accessibles? C'est peut-être un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux, en vérité. Je pense que c'est ça la vraie réponse, c'est que génétiquement, il y a une attirance fatalement, quoi, et puis qu'il y avait aussi tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'y mettre, quoi. Et s'il y avait une dimension prédisposition, elle consisterait en quoi, cette prédisposition? Est-ce que une capacité à visualiser, à raconter des histoires, plutôt de ce côté-là? Certainement. Moi, je sais que j'ai pas trop su que tout de suite que je voulais faire de la bande dessinée, mais parce que je savais même pas que c'était un métier, mais j'ai toujours raconté, écrit des histoires, et j'ai beaucoup dessiné. Puis à un moment, j'ai dit les deux peuvent aller ensemble. Et c'est comme ça que je m'y suis mis très très progressivement comme ça. Et puis après, ce sont des prédispositions qui sont comme on peut être. Moi, j'étais très mauvaise en calcul, par exemple, et puis j'étais plus, je sais pas, plus observatrice peut-être. On a des, et mes parents sont comme ça, donc c'est pas bizarre. Ça sortait pas de nulle part, on va dire. Merci. Edith, toi, tu en penses quoi de ces questions-là? Vous avez croisé des gens spectaculaires, des gens qui avaient, je sais pas moi, tous les animaux du monde dans leur tête. On prend une Claire Wendling qui est capable de dessiner une panthère sans panthère sous la main et sans documentation, où on a l'impression de voir les muscles dedans. Est-ce que ces cas, les vôtres, est-ce que ça relève de ça? En fait, je pense qu'il y a aussi la légitimité. C'est-à-dire que quand on est gamin, moi je pense que tous les gamins peuvent dessiner. Franchement, il y a aucune raison. Après, ils en ont plus ou moins envie. C'est une histoire d'envie, mais il y a aussi la légitimité qui fait que, c'est dans mon cas, après chacun a des expériences différentes, mais le fait dans ta famille, tu commences à dessiner tôt et on dit ça c'est notre dessinatrice, c'est la dessinatrice. Donc la dessinatrice, on lui fout la paix, on lui donne un paquet de feuilles, on lui donne une boîte de crayons et on sait que c'est la dessinatrice. Il y a des parents qui ont un peu tendance comme ça à tout de suite catégoriser les enfants en fonction d'une activité qui leur plaît peut-être. Et peut-être qu'il y avait une de mes frangines qui aurait aimé aussi être dessinatrice, mais j'avais pris la place, par exemple. Donc, voilà. Et après, le truc, c'est que je pense qu'il y a des freins qui sont... Alors, je sais, il faudrait réfléchir pourquoi certains enfants ou certains ados s'interdisent de dessiner.
Il ne s'agit pas d'en faire forcément son métier, mais je veux dire, il y a une espèce de timidité aussi à s'exprimer par le dessin. On va dire « Ah non, moi je ne sais pas dessiner. Ah non, moi ce que je fais c'est nul. » C'est quoi nul? C'est quoi pas savoir dessiner? Enfin, c'est quand même hyper formaté, je trouve, l'idée de bien dessiner. Moi, ça me... Donc du coup, je me dis, il y a plusieurs facteurs qui font que oui, on va continuer à en faire un métier ou on va s'arrêter plus ou moins tôt parce qu'on ne se sent pas légitime. C'est vrai que cette histoire de don, mon micro ne marche plus ici. Cette histoire de don, elle est, moi je trouve qu'il n'y a pas de façon de bien dessiner ou de mal dessiner. Par exemple, à l'inverse, quand on peut chanter faux, mais je crois qu'on ne peut pas dessiner faux. Enfin, moi j'ai un style de dessin hyper minimaliste, très naïf, c'est souvent qualifié comme ça. Et puis on peut dessiner de manière hyper réaliste et finalement, il n'y en a pas un qui va dessiner mieux que l'autre, quoi. Alors que potentiellement, un mauvais chanteur, on va tout de suite l'arrêter, je pense. Je me posais la question en vous écoutant toutes les deux sur le sujet. Dans un passé musical que j'ai eu des élèves et j'ai eu des arythmiques définitifs, des gens avec lesquels il était impossible d'envisager que ça tombe sur les temps ou que ça swing un tant soit peu, et y compris avec 2 ans, 3 ans, avec de l'entêtement. Donc peut-être que pour le dessin, il y aurait moins de prévention, moins d'impossibilité sur cette question. Moi, je pense pas, excuse-moi, je pense qu'il y a des choses fausses dans tous les cas, mais ça peut être intéressant en musique de baser sur du faux et dans le dessin baser sur du faux. L'autre chose, c'est que la bande dessinée n'est pas là que pour l'esthétique, elle raconte des histoires. Et tant que l'histoire est bien, le dessin se transforme. Je veux dire qu'on le lit tout à fait différemment avec les qualités du texte, et finalement, quand l'histoire est bonne, le dessin va avec. Je trouve. Maintenant, l'histoire du don, c'est que je ne connais pas de définition médicale ou psychologique ou sociale particulière du don, mais il est de fait qu'il y a quand même des aptitudes chez des gens. J'ai toujours croisé des gens plus doués que moi, par exemple, et ça m'a toujours motivé. Maintenant, dans notre cas, je pense à tous, c'est que le don est maintenant noyé dans tellement d'heures de travail qu'on ne sait plus quel sens ça peut avoir, parce que la vérité, c'est qu'on progresse quand même à chaque fois qu'on se colle sur notre établi, quoi. Alors, j'ai vu effectivement dans ma classe, parce qu'il y a toujours quelque part un ou deux dessinateurs ou dessinatrices, quoi. Comme il y a des gens qui sont plutôt avec une aptitude pour la musique. Après, il y a le contexte familial, social, qui fait que, dans mon cas, j'étais vraiment pas très intéressé par l'école, mais comme on me faisait des compliments sur les dessins, je me suis dit, c'est le moyen de me faire aimer, parce que plutôt que de prendre des coups de pied au cul ou des coups de ceinture, le dessin, on me dit c'est bien. Alors j'ai dit, si c'est bien, alors ma vie, ce sera ça, si je peux que ce soit ça. Et donc du coup, il y a tout le contexte autour qui vient te pousser dans un sens et te dire, finalement, moi, ma planche de salut, ce sera le dessin, donc il faut que j'essaye d'être aussi bon que tous les gars ou filles, enfin, je veux dire, dont je m'entoure pour essayer de grimper de niveau. Et j'ai vu des gens très doués qui finalement stagnaient, et puis des gens moins doués, mais bosseurs, qui ont dépassé ça. Voilà, maintenant, le truc de la bande dessinée, comme je disais, c'est que c'est pas qu'une question de beau dessin, il faut d'abord une putain d'histoire, quoi. Et tant qu'elle n'est pas là, le dessin, il peut être super beau ou super nul, ça nous tombe des mains. Et quand l'histoire est bonne, tout passe, quoi. Enfin, c'est mon avis. Lisa, être douée pour des histoires, être douée pour les mettre en narration, être douée pour les dessiner? Moi, de la même manière qu'Edith, je pense qu'en fait, les dessinateurs, c'est juste des enfants qui n'ont jamais arrêté de dessiner. Je pense que, en tout cas, à titre personnel, moi, je l'ai vraiment vécu comme une vocation. Par contre, je me suis réveillée un matin, mais je ne me rappelle plus. Vraiment, j'étais très petite, en me disant, mon métier, ça va être faire de la BD. Alors après, je suis allée tout droit. J'étais pas la plus douée. Autour de moi, il y a des enfants qui dessinaient mieux que moi. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et j'avais une capacité à raconter beaucoup d'histoires. Et que je tiens de ma famille, parce que aussi c'est une question aussi de famille. Moi, en plus, déjà, je viens de Marseille, alors les gens racontent beaucoup d'histoires. Mais en plus, ma famille, ma mère est une très bonne conteuse, et il y a beaucoup de gens qui racontent bien des histoires. Donc, je pense que j'ai grandi aussi avec des gens qui racontaient très bien. Et effectivement, moi, je suis quelqu'un qui a fait toute ma carrière plus sur mes histoires que sur mon dessin, d'ailleurs. Et après l'histoire du don, je pense qu'il y a quand même des prédispositions de la même manière que, par exemple, il y a des gens qui ont un sens de
de la perspective, alors que moi j'en ai aucun et j'ai fait des études. Je suis jamais arrivée et je sors dans la rue, je me perds au bout de 3 rues. Et je pense que ça c'est un peu un handicap que j'ai. Et il y a des gens, ils ont un truc dans l'œil, ils savent toujours où sont les choses, enfin ils savent se diriger n'importe quand, ils ont une espèce de boussole. Et je pense que le dessin, forcément, il y a de ça, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins doué. Il y en a qui sont doués pour la course à pied, d'autres pas. Après, au-delà de ça, c'est vrai que moi, de la même manière, j'ai vu des gens très doués ne pas faire de carrière du tout, et des gens assez médiocres, à force de travail et d'acharnement, y arriver. Et je pense qu'il y a quand même une énorme partie qui est liée aussi à la motivation personnelle et à comment on s'accroche, comment on s'accroche pas, comment on est capable d'entendre les critiques et comment on est incapable de les écouter. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui fait la différence entre un auteur pour moi ou une autrice qui va réussir et quelqu'un qui va pas y arriver. Et le talent, finalement, c'est un ingrédient, mais c'est pas forcément un ingrédient indispensable. Notamment, moi j'ai vu ça enfin, on va dire le talent de base. Par exemple, j'ai vu ça à Émile Cole, qui est une école qui prend tout le monde. Donc là, vous pouvez aller à Émile Cole, si vous payez, vous rentrez dans l'école et ils écrèment au fur et à mesure. Et moi, j'ai vu des gens en première année qui ne savaient pas tenir un crayon et qui terminent au bout de 5 ans et qui savent dessiner. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'acquiert. Après, le talent, on va dire le truc en plus, le génie, ça tout le monde ne l'a pas, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire une carrière, une très belle carrière dans ce métier. Ça, le dessin, ça s'apprend, c'est une pratique, quoi. Moi, c'est mon avis. Donc je crois qu'on a une assez grande unanimité sur le sujet. Le vouloir fort, faire et refaire, avoir des choses à raconter. Parmi les choses qui sont arrivées rapidement, et Riff, alors que ce n'était pas exactement la question, on a parlé tout de suite de cette question administrative, de ces questions-là. Évidemment, on a dit qu'ici, on était ici pour parler de métier, et on voit ici la façon dont ça peut être abordé à travers plusieurs générations. Il pourrait y avoir un fantasme actuel sur la bande dessinée. En tout cas, il y a des articles dans des journaux, y compris dans des journaux économiques, disant que la bande dessinée va particulièrement bien. La période Covid, bizarrement, a servi le monde du livre, ou bizarrement ou pas d'ailleurs, avec les autres biens culturels qui n'étaient pas disponibles. Les Français se sont tournés vers des livres, en particulier vers la bande dessinée, un phénomène concomitant avec l'explosion du marché manga qui a amené des chiffres spectaculaires. En tout cas, le marché du livre, lui, sur l'année 2021, il progresse à lui seul de 12%. Alors, est-ce qu'il faudrait de la décroissance ? Je n'en sais rien sur le plan méta, mais en tout cas, sur le monde du livre, ce monde-là est en croissance. Pour la bande dessinée, je n'arrive même plus à savoir, sur l'année écoulée terminée, quel est le montant exact de la croissance manga. J'ai entendu dire 160% entre les passes culture et puis le fait que des jeunes regardaient des animés. Et même la bande dessinée plus classique aurait, elle, progressé sur cette année-là d'une dizaine de pourcents. Donc on imagine que sur une industrie, tout cela retombe sur l'ensemble des créateurs qui sont à l'intérieur de cette industrie, quoi. Répartition de la valeur produite. C'est loin d'être une certitude, tout ça. Même si ces chiffres ne sont pas récents, il n'y a pas si longtemps, les états généraux de la bande dessinée qui ont été lancés par quelques auteurs, puis ces auteurs ont été rejoints très rapidement par plein d'autres. On peut penser à Benoît Peters, qui va prochainement enseigner la bande dessinée au Collège de France, Denis Bajram, puis un sociologue qui a fait une très très grosse étude, pour la première fois représentative, sur 1496 autrices et auteurs. Donc déjà, il y avait un chiffre intéressant, c'était la proportion d'hommes et de femmes qui ont répondu à celui-là. C'était 72% hommes, 27% femmes, enfin, c'est sûrement... 28. Si on le refaisait aujourd'hui, je présume qu'il y aurait une croissance encore du nombre d'autrices qui sont présentes. Elles sont arrivées en nombre récemment. Et dans cette population, puisqu'il y avait une étude économique, 36% étaient sous le seuil de pauvreté et 53% étaient sous le SMIC annuel brut. C'est dire que la répartition de cette valeur, à moins que quelque chose se soit passé récemment qui améliore la situation, et cette répartition de la valeur était assez inégale, semble-t-il, entre un marché qui irait bien, donc, et puis une réalité économique. Lisa, est-ce que c'est tout ça qui vous a amené à créer une maison d'édition dans laquelle on chanterait une partie du circuit du livre ? Oui, en fait, c'est un ras-le-bol qui a monté en presque 20 ans de carrière. Hein. Je me suis pas énervée tout de suite. Moi, je suis arrivée à la fin de l'âge d'or de la BD. Je parle pour les auteurs, hein, pas pour les éditeurs. Je suis arrivée à un moment où on était encore payé à la page, où il y avait encore des revues. Alors, il y en avait de moins en moins, mais il y en avait encore. Ce qui nous permettait à nous de gagner un revenu quand même suffisant pour vivre, surtout en début de carrière, quand on a 25 ans. Moi, j'étais contente de ce que j'avais.
Et puis j'ai vu arriver en fait le cadeau empoisonné du roman graphique, qui a été créativement une révolution souhaitable et souhaitée, et qui a amené un souffle d'air de créativité énorme dans le milieu de la BD, mais qui a fait que les livres, au lieu d'être payés à la page, se sont mis à être payés au forfait. Donc, pour vous donner une idée, avant, c'était du 46 cc, 46 pages couleur, c'est les formats Lucky Luke, enfin, Gaston Lagaffe, ce que vous connaissez. Donc, on était payé, on commençait à 300 € la page, à peu près. Puis, après, ça pouvait augmenter selon les auteurs, selon les ventes. Et ensuite, quand c'est devenu le forfait, c'est devenu du 250 pages pour 10 000 €. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais on n'est plus du tout sur les mêmes prix. Et en même temps que ça, il y a eu la chute de la presse, c'est-à-dire que les auteurs n'étaient plus prépubliés, donc une partie des revenus générés par la presse se sont arrêtés. Donc on a eu dans un même temps des auteurs qui n'avaient plus les revenus de la presse, et cette espèce de système de forfait qui a diminué la part en fait qui revenait aux auteurs de manière drastique. Donc il y avait toujours des revues comme Fluide Glacial, qui ont continué, Spirou, il y a encore des revues, mais par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a les 3/4 des revues qui se sont arrêtées. Et donc moi j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça, moi je suis passée au forfait, mes revenus ils ont fait comme ça. Pour vous dire un truc fou, ça fait 20 ans que je bosse, mes revenus ils n'ont pas augmenté en 20 ans, c'est-à-dire qu'ils ont même baissé. C'est-à-dire qu'en 20 ans de carrière, je gagnais plus en début de carrière, en bossant moins, qu'en fin de carrière, jusqu'à ce que je monte ma maison d'édition. Et oui, effectivement, ça m'énervait, mais au-delà de ça, bizarrement, et en plus, moi, j'étais que chez des gros éditeurs, hein, parce que les petits éditeurs, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas payer plus, et puis souvent, ils s'occupent quand même très bien des bouquins. Moi, j'étais chez des gros, hein, j'étais chez Glénat, chez Casterman, chez Delcourt, et au final, j'avais cet énervement qui montait, plus des contrats que je trouvais abusifs, des contrats où je sais des trucs que je voyais pas pourquoi. Au final, j'étais pas défendue comme j'aurais aimé. J'avais une frustration qui s'est aggravée, et je voyais les réseaux, et je voyais aussi que nous, en tant qu'auteur, on nous demandait de faire de plus en plus de choses, d'être de plus en plus polyvalent. C'est-à-dire que non seulement on gagnait moins, mais avant, l'auteur, il y a des auteurs ici qui peuvent le dire, ils envoyaient leur page, leur page originale, et puis c'était fini. Tout le reste était pris en charge par l'éditeur. Ensuite, on nous a dit scannez vos pages, puis nettoyez vos pages. Puis, alors, si vous pouvez intégrer les corrections dans vos pages. Et puis, s'il vous plaît, si vous pouvez faire la pub sur les réseaux sociaux pour votre livre. Donc, on m'a encore dit ça. Moi, je me suis fait engueuler. Et là, on se dit mais alors, ok. Puis un jour, je me suis réveillée un matin. Je dis mais à force de faire tout, en fait, je sais tout faire. Donc j'ai dit ok, je me m'auto-éditer. Et donc c'est parti de là. Finalement, il y a quand même eu une équipe parce qu'on peut faire. C'est pas vrai, on fait pas un livre tout seul. Mais quand même, à force d'être polyvalent, faut pas s'étonner que l'auteur. Après, ils se disent mais pourquoi ces éditeurs-là nous prennent 92% des revenus générés par le livre pour finalement un service qui, derrière, est de plus en plus pourri. Et donc, voilà, moi j'ai comparé ça à la Révolution française avec le comte, le prince qui dit « Venez dans mon château, je vous protège des envahisseurs ». Puis à la fin, en 1789, il fait plus rien du tout, protège personne. Il va juste prendre la gabelle et les... Voilà, donc à la fin, je me disais, mais à quoi ça sert ces gros éditeurs si voilà. Donc effectivement, c'est parti d'un énervement et de voir que et de dire est-ce qu'on peut se débrouiller autrement et d'avoir aussi une chaîne du livre entière, parce qu'il n'y a pas que les éditeurs, hein, qui nous disaient dommage, mais on peut rien faire. Dommage quoi. Ouais, vous arrivez plus à bouffer. Dommage. Et les auteurs ont vraiment attendu d'être acculés pour se regrouper. Nous, on a subi ça pendant des années sans ouvrir notre gueule. Après, j'arrête de parler, mais finalement, on s'est réveillé parce que c'est devenu catastrophique, quoi. Je me doutais que cette question-là déclencherait un certain nombre de choses. Rive, sur le sujet, toi qui, donc, parce que tu es un homme expérimenté, auras vu passer plusieurs générations et plusieurs façons de fonctionner. Non, ce que je veux dire, c'est pour que les gens se rendent compte, parce qu'évidemment, le public, il vient nous voir en dédicace, ou il achète les livres en librairie, il l'emprunte en bibliothèque, mais derrière, il y a une économie du livre, et il faut leur expliquer comment nous, on est tenus à l'écart de cette économie quasiment, alors qu'on est à la source, scénariste ou auteur, on est à la source de tout. Enfin, il n'y a pas de livre sinon. C'est que, par exemple, mais vous me corrigez, parce que les chiffres, moi, ça date peut-être un petit peu, sur un livre que vous achetez, il y a 40% qui va à la distribution. C'est-à-dire le stockage et diffusion du livre dans les librairies. Alors c'est un peu plus que ça, c'est presque 40% pour le libraire et entre 10 et 18%. J'en étais à 37% pour les libraires. Voilà. Entre 18 et 20% pour le diffuseur, celui qui va, le représentant qui va aller dans les librairies, et encore une dizaine de pourcents pour le distributeur, le stock physique, la facturation. Donc
Donc 60%. Voilà, ce qui fait que sur un livre vendu, en gros, si on est scénariste et dessinateur, excusez-moi de parler au masculin, mais je ne peux pas changer tout le temps, mais bon, en gros, on gagne 1,60 € si on est chez un éditeur principal. Et si on se partage l'assiette entre scénariste, dessinateur, eh ben, on n'a plus que 80 centimes du livre quand vous l'achetez. Et après, les éditeurs nous demandent de les dédicacer. Mais évidemment, qui est-ce qui prend l'argent? C'est toujours le libraire, l'éditeur derrière. Et nous, en fait, en travaillant comme des dingues toute la journée, on n'a pas ramassé 20 € qu'on touchera peut-être parce qu'il faut rembourser les avances qu'on a touchées sur le forfait. Enfin, en gros, on le fait vraiment pour l'amour de nos lecteurs et des gens qui patientent pour nous avoir, plus que pour un intérêt financier. Donc ça, c'est une chose, hein, parce que des gens imaginent que quand on signe un bouquin, ah, vous prenez de l'argent. Ben non, c'est le gars derrière qui prend les sous, c'est pas nous, quoi. Donc ça, c'est pour mettre un petit peu la base, parce que les gens en général ne savent pas cette chose-là. Puis rajouter un tout petit point peut-être, c'est qu'au milieu des années 90, les ventes moyennes d'une bande dessinée, c'était 15 000 exemplaires en moyenne, et qu'aujourd'hui, les ventes moyennes, alors on a même du mal à les calculer, mais ça oscille entre 2 et 3 000 dans les versions optimistes. Donc, si vous multipliez le 0,80 ou même le 1,60 pour un livre qui serait à 17 € TTC, multiplié par 15 000, ça fait une somme avec laquelle on peut faire des choses, mais multiplié par 2 ou 3 000, ça ne fait plus grand-chose. L'autre chose, c'est l'assiette générale, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé non plus qu'il y avait de plus en plus de livres qui sortaient à l'année, que c'était une avalanche de titres que les libraires peuvent même pas gérer. Il y a 15 nouveautés par jour, samedi, dimanche compris, donc ils ne sont pas forcément ouverts toute la semaine, donc du coup, ils ne peuvent pas faire leur vitrine tous les jours, donc du coup, il y a des bouquins qui ne sortent pas des cartons, il y a des livres qui n'ont pas le temps d'être défendus, et il y en a évidemment de la grosse cavalerie qui peut rapporter, on ne peut pas en vouloir au libraire de vouloir faire tourner sa boutique, parce qu'on a aussi besoin d'eux quand même pour exister, et qui va mettre en avant essentiellement des choses qu'il est à peu près sûr de vendre. Il reste une tranche de ceux qu'il va défendre selon la qualité du libraire et son rapport dans sa ville à ses clients. Le truc, c'est que donc de plus en plus de livres sortent. Effectivement, les chiffres sont en croissance au niveau des ventes générales, mais ça, c'est l'histoire de masse, c'est pas des histoires d'individus. Donc du coup, en fait, la pizza s'agrandit un peu, mais le nombre de gens qui mangent sur cette pizza est de plus en plus nombreux, donc les parts se réduisent de plus en plus. D'où une économie inversée qui fait qu'on gagne de moins en moins d'argent, d'autant qu'il n'y a pas d'augmentation au prix de la page. Élodie, sur cet rapport à l'économie générale, pour la période de création, c'est-à-dire pour accompagner l'autrice ou l'auteur quand il est en train de faire le livre, un système a été inventé qui est un système d'avance sur droit. C'est-à-dire qu'on vous donne par avance des droits potentiels qui seront générés par les ventes des livres. Et dans cette fameuse étude de 2016, il y a un chiffre que je n'avais absolument pas vu, sur lequel je suis tombé, mais parmi les 1496 personnes qui avaient été interviewées, 28,9% n'avaient jamais publié avec avance sur droit. C'est-à-dire qu'ils avaient systématiquement pris un temps de production sur leur temps, sur leur vie, pour fabriquer les pages, pour scénariser, pour éventuellement échanger avec l'éditeur, pour avancer sur le livre, réalisation du définitif, et il fallait attendre derrière qu'il soit commercialisé pour qu'éventuellement cela représente une forme de revenu. Oui, moi c'était un peu mon cas, on va dire, sur mes premières publications, parce que j'ai publié mes premiers livres chez des tout petits éditeurs, qui ont peu de moyens, qui sont souvent 1 ou 2 à la tête des maisons d'édition, qui se payent souvent pas beaucoup non plus, qui souvent ont un travail à côté, qui sont peut-être éditeurs freelance ou quoi, et qui sont souvent plus passionnés de bande dessinée que passionnés de profit, on va dire, et donc qui peuvent pas payer d'avance sur droit. Alors, ça m'est jamais arrivé de ne pas recevoir d'avance sur droit, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir 500 € d'avance sur droit. Ce qui est, ça me donne 2 semaines de travail, enfin ça me paye 2 semaines de travail peut-être. Car et évidemment, on ne fait pas un livre aussi. en 2 semaines. Donc voilà, on peut assimiler ça à ne pas recevoir d'avance sur droit. Et donc sur ton rapport à l'économie du livre, ce que tu en as vécu toi dans la tienne de carrière, comment tu perçois ces questions qui sont là sur la capacité à en faire un métier structurant? Du coup, ce qui fait que j'ai longtemps cru que je pourrais jamais vivre de la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est le cas, mais ça a mis peut-être 6 ans avant de se mettre en place. Parce que j'ai eu des succès de librairie aussi et que ça m'a permis de quitter les boulots alimentaires que j'avais. Donc voilà, la réponse à ta question, c'est que j'avais des boulots alimentaires. J'ai travaillé pendant 5-6 ans à plein temps, dans des restaurants, dans des bars, à l'usine. Et puis le soir, je rentrais chez moi et je faisais mes BD.
Je bouclerai cette partie-là avec une réaction d'un auteur toujours sur les réseaux à cette fameuse phrase de Frank Black dont je vous ai parlé au tout début, parce que ça a fait réagir des gens sur cette question du métier d'à côté. Edith? En fait, c'est assez bizarre parce qu'on fait un métier qu'on a totalement choisi, c'est-à-dire qu'on est, je pense, assez privilégié par rapport à ça. Et d'un autre côté, on ne peut que constater quand même que c'est les difficultés inhérentes à ce métier. Mais en même temps, on se dit, mais des fois je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de se plaindre alors qu'on a un métier qu'on a choisi et qui nous fait vivre? Et en même temps, il n'y a aucune raison de ne pas contester des conditions qui sont pas, voilà, qui sont à améliorer. Et par contre, je me dis que, comme disait Lisa, c'est que moi j'ai commencé dans les années 90 et en fait, je suis contente de ne pas commencer maintenant. C'est pas pour décourager tous ceux qui ont envie de se lancer, mais franchement, je me dis que si j'avais commencé maintenant à la bande dessinée comme comment dire, j'avais voulu en vivre et élever des enfants, etc. Je ne sais pas si j'aurais pu, alors qu'effectivement, avec les conditions qu'il y avait dans les années 90, même si c'était pas toujours mirifique, il y avait moyen d'en vivre de manière sans. Alors, effectivement, il y avait des petits boulots alimentaires, mais c'était du dessin. J'étais pas comme toi, j'ai pas besoin d'aller à l'usine ou d'être vendeuse, ou je pouvais, alors oui, des boulots plus ou moins intéressants pour finir le mois, mais c'était toujours du dessin. Et c'est vrai que je me dis, mais s'il fallait que je commence maintenant, je sais pas. Est-ce que je pourrais? Je suis pas sûre en fait. Après, il y a d'autres. Après, j'ai trouvé d'autres boulots alimentaires plus sympas que travailler à l'usine. Hein. Bien sûr, j'ai cité l'usine parce que c'était le pire que j'ai pu pratiquer, évidemment. C'était un peu pour parler de boulot hors du dessin, hors du métier, c'est-à-dire voilà, de mes usines ou autres. Mais je vais essayer de donner un peu plus d'espoir quand même. Mais en tout cas, après moi je me suis créé mon propre travail alimentaire. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de l'atelier Rascas que j'ai créé, qui est l'endroit où je tatoue. Ces dernières années, mon travail entre guillemets alimentaire, mais que j'aimais beaucoup, c'était de faire du tatouage. Alors je fais toujours, mais c'est devenu peut-être 5% de ma pratique. Mais à la base, voilà, si j'ai monté cet atelier de tatouage avec ma collègue qui est également autrice, c'était pour continuer à être ma propre patronne et puis pour faire un travail que j'aimais bien, à savoir quand même intimement lié avec le dessin, quoi. Mais pour compléter ce que j'ai dit, je veux dire, la désillusion, c'est une chose, mais effectivement, peut-être que moi, comme j'ai toujours bossé chez des éditeurs assez classiques, je veux dire, c'est un parcours un peu linéaire de passer d'un éditeur à l'autre, je me dis que peut-être que si je commençais maintenant, je réfléchirais différemment, comme par exemple, effectivement, l'atelier, une maison d'édition montée par un auteur. Et je suis sûre que du coup, je serais obligée de penser différemment. Le fait est que j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme je l'ai toujours fait, mais que peut-être qu'effectivement, il faut penser les choses un peu différemment, ouais. Alors, je ne sais plus quand ce documentaire est sorti, mais ça s'appelait Sous les bulles, sur une sorte d'évaluation en travaillant sur la chaîne du livre. Donc une jeune femme, tu vois de quoi je parle, Lisa. Un documentaire sur les métiers de la bande dessinée où était interviewé Marco, entre autres, du côté des auteurs, et un éditeur assez célèbre dont le prénom est Guy et la première lettre du nom D, et qui expliquait, et il y a déjà quelques années, j'ai l'impression que ça a bien une quinzaine d'années ce documentaire, qu'il allait falloir que les auteurs trouvent une autre façon de travailler avec des autres travaux à côté. Il anticipait déjà, il voyait bien à ce moment-là que la trajectoire que prenait l'économie du livre allait permettre à tous les acteurs qui travaillent sur du collectif de s'y retrouver, parce que le libraire, lui, à l'arrivée, le marché a grandi, les diffuseurs, les distributeurs transportent de plus en plus de livres, les éditeurs se sont adaptés, mais grâce à la masse, et s'il y a bien les imprimeurs en souffrent, en tout cas dans notre côté de l'Europe, en Europe de l'Ouest, mais là aussi les éditeurs se sont
sont adaptés pour aller chercher des endroits où on pouvait avoir des marges. Mais s'il y a bien un individu qui ne peut pas s'adapter, c'est bien l'auteur, puisqu'il est seul ou il était seul. Donc on a vu arriver des mouvements syndicaux, un abus de structuration. Le SNAC qui a créé une section bande dessinée pour commencer à tenter de porter des revendications. La Ligue des auteurs professionnels qui s'est créée également, avec enfin une parole collective. Est-ce que c'est une des solutions, ça, cette histoire de parole collective ? Est-ce que c'est possible avec des individus, avec des gens qui sont dans leur création, souvent seuls, de trouver une base commune pour faire face à ces autres acteurs du marché, qui par définition sont plus puissants économiquement, même si, et on l'a dit ici, les contrats sont des contrats de partenariat, c'est-à-dire qu'un éditeur ne salarie pas un auteur. En théorie, il y a une sorte d'équilibre qui doit se faire entre ce qui est fourni de part et d'autre. Je suis sûre que se regrouper, c'est jamais été une mauvaise solution. Hein, donc, mais je pense que là, ce qui se joue en ce moment, et ce qui se passe en ce moment, c'est que ça attaque le problème sur plusieurs fronts. On a eu la charte des auteurs-illustrateurs, des illustrateurs, comme il y a quelques années, qui a changé complètement la donne au niveau de la rémunération des illustrateurs, pendant les interventions, par exemple. Moi, je rappelle quand même une époque où on est arrivé dans un week-end dans un salon et on pouvait faire un workshop, organiser un atelier avec des enfants gratuitement. Hein, on ne payait jamais. Le défraiement et le restaurant et le logement étaient considérés comme notre récompense et le plaisir de rencontrer nos lecteurs. Donc, et on ne posait pas la question, on le faisait gratos. Ça fait quelques années maintenant que quand on fait une intervention ou qu'on travaille pendant un salon ou pendant une rencontre comme celle-ci, on est rémunéré. Donc après, il y a des salons et des lieux qui jouent vraiment le jeu depuis longtemps, d'autres qui découvrent la chose aujourd'hui. Mais ça, c'est grâce notamment à la charte des illustrateurs et c'est grâce à des luttes quand même de groupe. Moi, juste pour l'anecdote, j'ai une amie éditrice, une petite éditrice qui un jour fait une formation pour les éditeurs. Et là, à un moment donné, vient sur le tapis la question des avances sur droit, de ce qu'on donne donc à l'auteur pour faire son œuvre. Et le gars de l'orga dit si les auteurs ne vous le demandent pas, ne leur donnez rien. C'était la consigne qui était donnée à ces éditeurs en formation. S'ils ne demandent pas. Donc voilà où on en est, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas d'eux que ça va venir la solution. Disons qu'on a longtemps accepté aussi. Enfin, moi, je sais que les premiers festivals que j'ai faits, j'y allais le week-end. Et puis voilà, c'était un week-end, en effet, on était défrayés, mais on n'était pas du tout payés. Et puis parfois, on avait des lecteurs, parfois, on n'en avait pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce genre de délire, je refuse, quoi. Genre, un festival m'invite, me dit oui, c'est tout frais payé et tout ça. D'accord, mais c'est payé combien surtout, quoi. Mais parce qu'on et galère. Si c'est pas payé, je viens pas. Parce que heureusement que du coup ça commence à se faire. Ça permet de sélectionner. Mais la réponse de Lisa, c'est la précarité. Quand on n'était pas précaire, moi au début de ma carrière, j'étais pas précaire. Moi j'ai toujours été précaire en revanche. J'ai commencé précaire et à ce moment-là, malgré tout, j'allais quand même en festival parce que fallait, je sais pas, se faire une petite notoriété et tout ça. Mais oui, de ton temps. Quelques années en arrière, j'entends bien. Ouais. Est-ce que vous croyez que quelque part la société vous fait payer le fait d'être libre ? Wow. La société, sans raconter des mensonges à personne, est capitaliste et de plus en plus. Le régime d'artiste a toujours été dans la partie la plus sauvage de ce capitalisme. C'est-à-dire que tant que tu as du public, tu gagnes de l'argent, il n'y a personne, tu crèves. Ah, c'est le succès qui fait l'auteur. Non, mais je veux dire, cette phrase-là, elle a été prononcée sur le festival que j'organise par un gros éditeur, Yves Schlierf. Ça a été public, ça fait une polémique derrière. Et il essayait d'expliquer comment l'économie amenait les gens dans telle ou telle situation. Et il a lâché cette phrase, malencontreuse peut-être. Ben oui, mais en même temps, je veux dire qu'on a vu, nous, pendant en gros 40 ans de métier, que la société, tout autour, avec l'ubérisation, c'est encore accéléré, qu'on faisait tomber les gens dans une situation qui se rapprochait de la nôtre. C'est-à-dire une insécurité, pas de retraite, et on a vu les choses s'empirer. Nous, à la limite, on a fait ce métier par choix, mais quand on est livreur de pizza, c'est pas convaincu que ce soit absolument une passion de naissance, quoi. Donc, on a vu le monde s'empirer aussi autour de nous. La chose qui est difficile, c'est que cette manière de faire est une manière de diviser les gens individuellement, dans leurs problèmes de métier, dans les explosants, dans des intérims, puis les grandes entreprises, casser les syndicats, machin. Réunir les artistes, on est tous toujours d'accord pour changer le monde,
Et puis au moment, enfin parce que c'est pas nouveau ces discussions autour des problèmes de la bande dessinée, mais au moment où on décide de quelque chose, on a vu nous des collègues dire ah oui mais enfin non on va pas attaquer mon éditeur parce que moi j'ai des relations privilégiées de mon côté, donc je suis d'accord sur tout ça, mais moi pas finalement. Donc rétraction générale parce que on est évidemment dans l'individualisme. Parce que notre métier est comme ça, on n'est pas dans le collectivisme, enfin, je veux dire, chacun fait son livre, après c'est des petites équipes, des plus ou moins grosses équipes selon, mais on est tous tout à fait individualistes. Et donc se fédérer, c'est difficile, ça s'est fait plein de fois, vous en avez parlé, et ça c'est vraiment bien, ça a fait bouger les choses, mais ça reste une difficulté. De la même manière, les éditeurs entre eux, à l'époque où on discutait, il y a déjà 15-20 ans, de la surproduction des titres, se réunissaient pendant Angoulême ou avant Angoulême pour discuter de la surproduction, pour produire moins. Évidemment, ils étaient tous d'accord sur le principe qu'il fallait sortir moins de livres pour mieux les défendre, etc. Sauf que s'il y en a un qui enlève des titres du rayon, l'autre, il est tout content de le mettre à la place, puisque si c'est des têtes de gondole, enfin, c'est du business, c'est du commerce. Nous, on est toujours très loin de ce truc-là, et donc c'est tous ces travails d'entente, que ce soit du côté des auteurs ou des éditeurs, finit toujours par chèque. Quelqu'un essaye de tirer sa bille parce que je suis d'accord avec vous, mais moi ça va. Et donc à partir de ce moment-là, la cohésion explose, c'est très difficile. Heureusement, ça bouge un petit peu. L'autre chose aussi, c'est que quand Edith et moi on a commencé, en dehors de Bruxelles, il n'y avait pas, enfin de Saint-Luc, il n'y avait pas d'école de bande dessinée, en tout cas pas en France. Donc pour moi, c'était inimaginable de mon Havre natal de faire une école de BD. Et en même temps, j'en avais pas forcément envie, puisque c'était de la contre-culture à l'époque. Donc je la faisais contre le monde entier, contre l'école, contre l'armée, voilà. Et c'était plutôt sain de faire ça, comme la musique rock'n'roll aussi n'était pas dans la culture officielle. Donc du coup, c'était un espèce de combat. On revendiquait notre liberté, notre indépendance, quitte à avoir des difficultés de vie, mais c'est un pur choix. Évidemment, quand le temps passe, on aime bien quand même manger de son travail et en avoir une espèce de récompense de base où on s'en tire. Le truc, c'est que maintenant, ça se dit, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, c'est que tous les jeunes veulent être artistes, quel que soit le métier, et donc il y a plein d'écoles partout de tout. Et il déboule sur le marché tous les ans des milliers de jeunes doués dans tous les domaines. Et donc, eux, par rapport à la bande dessinée, se disent, pourquoi pas publier. Ils ont vécu chez papa-maman les études, ils sont encore nourris, ils peuvent tenter leur premier livre, ils se font bien escroquer tout de suite pour sortir 200 pages pour 500 €. Enfin, et puis derrière, souvent, ils disparaissent. Donc, seuls les têtus, les acharnés ou ceux qui ont un peu de succès peuvent prolonger, quoi. Et donc la concurrence est hyper forte pour des gens un peu installés, parce que arrivent des gens qui disent moi, tant que je fais un livre, même si je suis pas payé, je veux bien. Et on dit mais non, jamais dit ça, tu es en train de casser le métier, quoi. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent dans ce milieu très concurrentiel. Lisa, je vois que tu sautes sur le micro. Je vais pas répéter. Non, mais moi je pense qu'on paye. C'est nous. Enfin, moi j'ai l'impression que le fait de payer notre liberté, qu'on nous la fasse payer, moi j'ai plus l'impression que ça vient parfois de l'auteur lui-même, qui a une espèce de culpabilité catholique là, à aimer ce qu'il fait, qui fait qu'il s'autorise pas à se considérer comme un travailleur. Et je pense que du coup c'est attrapé, c'est réutilisé évidemment par les gens qui sont dans la domination, par les patrons, parce que moi je suis désolée, les éditeurs ils font semblant qu'on est partenaires, mais en fait ils se considèrent un petit peu comme nos patrons quand même. Et ils en profitent, évidemment tous les arguments sont bons pour après aller dans le sens de ce qui va faire que nous on va pas discuter nos prix, mais il faudrait que nous on arrête déjà de culpabiliser, de faire un métier agréable par plein de niveaux hein, quand même, faut pas le cacher, et qu'on se batte, qu'on se considère comme des travailleurs, même si on aime notre travail. Et c'est vrai que moi, quand je vois, je suis d'accord avec toi, Aris, quand je vois tous le statut de tout le monde se dégrader, je me dis, tout le monde va devenir avec un statut moisi comme le nôtre. Sauf que les gens, effectivement, n'ont pas métier, passion, quoi. Donc oui, j'ai l'impression que c'est aux auteurs, et ça commence, d'arrêter de penser qu'ils sont des grands enfants qui n'ont aucune conscience des chiffres et qui, du coup, méritent de se nourrir d'amour et d'eau fraîche, quoi. C'est aussi à nous de devenir adultes. La BD passe à l'âge adulte, il est temps que les auteurs de BD passent aussi à l'âge adulte, et c'est ce qui est en train d'arriver. Oui. Et je veux rajouter qu'il y a une petite confusion aussi, on parle d'art, d'artiste,
Mais je veux dire, le dessinateur, enfin l'auteur de bande dessinée, il fait partie d'une vraie chaîne économique. C'est pas juste quelqu'un qui va, enfin je veux dire juste, c'est pas bien de dire ça. C'est pas quelqu'un qui va faire une création, qui va vendre à une personne et qui va se retrouver soit chez un collectionneur, dans un musée, etc. Là, nous, on fait, l'auteur fait vivre plein de monde. Donc, on n'est pas sur le statut d'artiste, on est sur un statut de créateur faisant partie d'une vraie chaîne économique et je veux dire, on est un des maillons, donc on ne peut pas enfin, cette image de l'artiste évanescent qui se nourrit de son art, de toute façon, dès le départ, du fait de la façon dont on fait notre travail, ne peut pas avoir, enfin, ça n'a pas lieu, quoi. C'est vrai que cette idée de dire artiste, moi, à chaque fois, me dérange parce que justement, on veut nous mettre dans une case, comme Lisa disait, voilà, un peu infantile qui l'argent, mais qu'est-ce que c'est l'argent? Élodie, sur cette dialectique entre le collectif et l'individuel et sur le fait de s'autoriser à assumer que ça doit être un métier et que ça doit être respecté comme tel. Déjà, je trouve que je suis vraiment entièrement d'accord avec tout le monde et tout le monde mériterait d'être au gouvernement, je pense. Ça irait mieux. Tu me reposes la question, Pascal, pardon. Il y avait la question de l'individuel et du collectif. C'est-à-dire, est-ce que déjà un collectif, une conscience collective peut aider? Et est-ce que toi, puisque ça a été une question que posait Lisa, est-ce que des fois tu te mets dans cette posture en te disant je ne vais pas en demander trop, parce qu'après tout, j'ai quand même la chance de faire un métier passion là où parfois c'est compliqué autour de moi, où je vois des gens galérer? Oui, ben moi déjà je suis assez peu dans les collectifs, en tout cas les syndicats, etc. Et je devrais certainement m'y intéresser davantage. Je vis aussi en Belgique, alors du coup c'est pas les mêmes, toujours les mêmes syndicats, etc. De moins en moins, on va dire que j'ai longtemps eu cette position. C'est clair que j'acceptais de travailler pour peu d'argent, j'acceptais de venir à des festivals sans être payé, j'acceptais beaucoup de choses en fait, et puis de travailler le week-end, je crois que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai dit adieu à beaucoup de week-ends, j'ai passé mes week-ends en festival et loin de ma famille, tout ça, et maintenant j'ai appris à dire stop à tout ça, et j'ai aussi appris que finalement les éditeurs ils ont besoin de nous et c'est pas moi qui dois aller ramper devant les éditeurs. En fait, c'est eux qui viennent te chercher parce qu'ils aiment ton travail et qu'ils ont besoin de toi. Ouais, voilà, c'est finalement. Donc maintenant, j'ai appris à poser mes conditions aussi et à dire oui, 10 000 € pour faire un album, c'est pas beaucoup. Vous pouvez m'en donner un peu plus, s'il vous plaît. À dire, en fait non, je travaillerai pas ce week-end et en fait non, je vais pas aller 3 week-ends d'affilée en dédicace parce que j'ai un bébé. Enfin, ce genre de choses, quoi. Je ne sais pas si on a prévu un micro par rapport à des questions. Mais ça serait, je pense que ça serait chouette d'en faire tourner un, pour peu qu'il n'y ait pas de Larsen dans la salle quand le micro y va, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a... Jérôme, toi qui as travaillé tout le temps, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le... Tu t'es exprimé par le dessin, même si on ne t'a pas vu. J'allais répondre à un courrier anonyme que je viens de recevoir, mais voilà. Non, parce que bon, vous êtes là, vous gobergez à boire de l'eau propre et tout, et moi je bosse. Oui, bah oui, t'es payé, non? Bon. Et alors, la discussion est quand même pas forcément très rigolote, puisque toute la partie magique de lire un livre disparaît un petit peu, puisqu'on vous montre... Ah mais c'était le thème, hein, c'était ça. Oui, je sais bien, on vous montre les coulisses. Convaincre les gens de ne pas faire ce métier. Il y a quand même des gens qui se font énormément d'argent dans la BD. Hein. On parle que de ceux qui galèrent, mais il y a des gens qui deviennent très très riches aussi. Très peu, mais très riches. On n'a pas appuyé beaucoup sur le fait qu'on aime bien notre travail, même si on ne le ferait pas, quoi. Enfin, vraiment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ici, autour de ces petites tables, on aime tous notre travail, on est d'accord. Bon. C'est sur cette passion qu'on se fait rouler, hein, souvent. Ouais.
Sur la passion. Et puis les gens ont toujours l'impression que ça nous coule des mains, comme un musicien dit bah tiens, fais-nous une chanson, ah tu chantes bien, chante-nous un truc, tu dis oui, mais combien tu payes? Et toi, fais-nous un petit dessin. Tu dis ouais, c'est bon, je viens de travailler toute la journée, je suis au restaurant, j'ai pas envie de combien on me paye pour faire la nappe, quoi. Donc il y a un abus du côté de la facilité. Alors on est à la fois content et généreux de montrer qu'on a quelques qualités, et en même temps, à un moment donné, on dit c'était tout, quoi. C'est voilà, chacun un peu à sa place, quoi. Allez, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent, des interventions? Oui. Je vais donner un point de vue plutôt de maison d'édition, même si je ne suis pas responsable d'édition. J'ai rencontré beaucoup d'illustrateurs et j'ai passé mon temps, toute ma carrière, à les aider, à plutôt négocier leur prix, mais en leur faveur. Mais on se rend bien compte quand on les reçoit, qu'ils sont très individualistes. Quelquefois, c'est une caricature d'individualisme. Ça les rend parfois sympathiques, mais on se rend compte qu'ils ne se regroupent pas et ils ne savent pas présenter leurs demandes. Par exemple, les illustrateurs entre eux, ils ne savent pas combien ils sont payés. La maquette, c'est pareil. Je travaille aussi avec beaucoup de maquettistes. Alors, chacun se fait payer comme il peut, mais entre eux, ils ne savent pas combien ils se font payer. Il y a un minimum à faire collectif pour opposer un front à la pression des éditeurs. Les éditeurs, ils savent très bien qu'ils ont besoin des auteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, bien sûr qu'ils le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Hein. Si vous allez voir un éditeur à un salon, dire oui, c'est pas mal, etc. En fait, il dit ouais, c'est peut-être vachement bien, il faut que je le récupère, etc. Mais ils font toujours semblant de ne pas avoir besoin de vous. Ben, il faut vraiment vous regrouper, vous arranger pour faire connaître vos besoins. Vous le dites, mais je pense que vous pouvez aller nettement plus loin. Moi, je suis pas tant d'accord avec ça. Enfin, je sais que j'ai l'intégralité de mes amis qui sont aussi auteurs et illustrateurs et qu'on est très transparent en général sur nos tarifs. On se demande aussi régulièrement des conseils sur comment faire un devis, etc. Et puis il y a la charte des auteurs et illustrateurs aussi maintenant qui est là pour ça et qui fixe des tarifs pour qu'on sache quoi demander en rencontre, etc. Donc après peut-être que c'était le cas il y a encore pas si longtemps, mais moi j'ai l'impression d'avoir toujours travaillé dans ces conditions-là. C'est très bien, je suis heureux de l'entendre, mais vous n'êtes pas tellement nombreuses à le faire. Voilà. Je pense que ça aurait été une des vertus des réseaux sociaux à un moment, de permettre à des gens de discuter entre eux, d'avoir des forums et de pouvoir commencer à partager ça. C'était clairement le cas dans les années 60, 70, 80 où les auteurs se voyaient relativement peu. Oui. Mais en fait, c'est une vraie réalité. Hein. Je veux dire, il y a deux choses sur les rémunérations des auteurs. C'est l'avance qu'on touche pour faire. Donc c'est de l'argent qui est acquis. Hein. Donc même si l'éditeur se rembourse pas, ça reste à l'auteur. Donc il y a l'avance et puis il y a le pourcentage. En général, sur le pourcentage, c'est assez similaire pour tout le monde, bon, sauf certaines grandes pointures qui peuvent exiger plus, mais c'est vrai que c'est toujours entre 6, 8, 10%, suivant, enfin il y a des conditions, mais c'est à peu près linéaire. Sur les avances, mais même des gens que je connais depuis super longtemps se connaissent. Je veux dire, on est tous d'accord sur plein de choses pour que ça avance et tout ça, mais jamais on se donne le chiffre d'avance qu'on a. Alors si, oui, des très proches, ok, des auteurs, mais c'est des amis, c'est pas voilà. Mais je sais qu'il y a plein de gens, je suis incapable de dire, et pourtant je les connais bien, je connais leur travail. Je sais absolument pas combien ils ont touché comme avance et je le demande pas et ils me le diront pas et moi je leur dirai pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie omerta sur combien on touche par rapport, enfin en avance sur un projet. Enfin, pour moi en tout cas. C'est vrai que, enfin moi aussi, je suis d'accord avec vous. Dans l'atelier où j'étais à Paris, d'ailleurs, moi je me rappelle une fois, il y avait eu un clash parce qu'il y avait un auteur un auteur qui avait, ils bossaient tous les deux dans la même maison d'édition avec la même éditrice quasiment. Et en fait, il y a une autrice qui s'est rendue compte qu'elle était payée presque 3 fois moins que l'auteur, alors qu'elle vendait plus que lui, en avance sur droit. Et elle est devenue folle, elle a engueulé l'éditrice en lui disant « Mais pourquoi tu m'as pas dit que je pouvais demander plus ?» Parce que quand même, on travaille en confiance avec quelqu'un qui nous accompagne dans notre travail toute l'année. Et ben la personne là, c'est quand même un peu le minimum, au moins qu'elle nous dise « Ah, tu peux négocier un petit peu plus, un peu en off ». Et elle avait été hyper en colère de voir que son éditrice, en qui elle avait toute confiance, avait sans ciller filé 3 fois plus à l'auteur. Et ils étaient le bureau à côté, c'est-à-dire ils étaient à 1 mètre l'un de l'autre, et elle l'a su vachement après. Et elle a dit, mais en plus, je vends plus qu'eux, parce que bon, c'était plusieurs auteurs. Alors, ok, ils étaient plusieurs à faire le bouquin, mais de là à être payés du simple au triple, alors que ça n'avait aucune justification économique, voilà, on se rend compte aussi qu'il y a aussi des capacités de négo. Il y a des gens qui négocient, il y a des gens qui n'arrivent pas à négocier. Et moi, c'est vrai que je serais pour qu'il y ait des tarifs
et qu'on soit tous à la même enseigne et qu'il n'y ait pas ce truc de négo. Parce que la personne qui négocie bien peut vraiment gagner 3, 4, 5 fois plus que quelqu'un qui négocie mal, hein, dans la même maison avec les mêmes éditeurs. Mais moi, je suis super surprise parce que donc j'ai pas du tout cette réalité-là dans ma façon de travailler. En fait, on est peut-être 20, 25 bons copains à Bruxelles qui faisons de la bande dessinée. Et chaque fois que l'un de nous est contacté par un éditeur, on parle pas argent tout de suite. Et puis, une fois que le téléphone est raccroché, là, moi, je parle à tous mes amis. C'est les réseaux sociaux, hein, c'est des conversations de groupe, des choses comme ça. Je dis qui est chez machin, qui est chez tel. Et puis ensuite, on s'appelle. Et alors, t'as négocié combien? Toi, t'as combien? D'accord. Bon, et puis ça me donne un petit peu une idée sur combien je peux négocier. Et systématiquement, moi, je sais que tous les mois, j'ai des copains qui m'appellent pour me demander combien j'ai été payé et tout ça. Et on est super transparent là-dessus. Après, peut-être que moi, dans la télé où je suis maintenant, c'est comme ça. Mais j'ai vu des situations, j'ai été témoin de situations comme celle qui est décrite par ce monsieur. Mais dans le même point, moi, je fais ça aussi. Je dis toujours combien je gagne et je demande toujours aux gens de me dire pour qu'on soit dans une transparence. Mais parfois, ça suffit pas. C'est-à-dire que t'as beau savoir que l'autre, il a mieux négocié. Toi, quand tu vas négocier, ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est pas non plus... La transparence n'est pas non plus... Oui, c'est sûr. En même temps, aussi, par rapport à d'autres métiers artistiques, la bande dessinée, de manière générale, a été plutôt, entre auteurs, plutôt bon enfant, pas des grandes prétentions, pas de gros jeux de concurrence entre nous, même si on l'est dans la réalité du marché ou au sein de son éditeur. Je veux dire, en général, c'est pas un milieu artistique qui avait des grandes prétentions, alors qu'on voyait autour de nous, quand on faisait des salons littéraires, des écrivains entre eux qui se détestent, qui se pourrissent, ou des photographes, enfin, on a vu des trucs. Enfin, j'imaginais pas que les autres milieux artistiques étaient aussi durs entre eux, c'est-à-dire qu'ils jouent la division, la concurrence et tout ça. Je pense que, globalement, la bande dessinée a plutôt été épargnée par ça, même si la médiatisation qui s'est développée a créé aussi des phénomènes de distance entre nous, auteurs, sans qu'on la cherche au départ, et cette chose s'est un peu créée. C'est la rançon du succès d'un peu de la bande dessinée, peut-être d'être enfin une reconnaissance artistique, ce qui nous fait généralement de belles jantes, puisqu'on est là pour se plaindre. Mais bon. Donc globalement, ce que vous racontez, je pense, est vrai, parce qu'on l'a entendu, voilà, dans d'autres milieux, et plutôt moins. Mais évidemment, ça existe quand même. Et par exemple, c'est Edith qui m'a appris ça. On fait un métier, garçon, fille, on fait un livre. Le livre, on est chez un éditeur, il y a des ventes, il y a de l'argent, et je pense que tout le monde était a priori, sauf les débutants, ceux qui ont du succès, puis la valeur moyenne, on peut supposer qu'il y ait des tarifs différents. Mais je ne pensais pas que c'était genré, ces prix-là, que c'était juste lié à une notoriété qui fait que l'éditeur, il se dit, bon, sur ce titre-là, parce que c'est Spirou, disons, je vais en vendre plus, ou sur cet auteur-là qui vend bien, je peux le payer plus, puisque je vais me rentabiliser plus sûrement qu'un jeune qui démarre, ou une jeune qui démarre et qu'on ne connaît pas. La réalité, c'est pas du tout ça, c'est que j'ai appris que les femmes étaient payées moins cher, alors qu'on fait le même travail Après, le problème de délai pour le produire, ça c'est chacun par rapport à son style, son travail, mais on fait le même boulot. Au bouquin, à la sortie, les livres sont similaires au niveau épaisseur, format, couleur, fabrication. Et en fait, de sa je pensais que c'était un métier cool, quoi, la BD. Mais en fait, non, c'est que les femmes étaient moins payées que les hommes. J'avais préparé des chiffres sur ça. Et je n'en revenais pas. En 2014, la moyenne, c'est moins 43% pour les femmes. Hein, alors qu'on est déjà dans le moins 26 de mémoire au niveau de la société en général, à poste égal, formation égale. Et j'avais chopé un autre chiffre aussi qui m'avait impressionné. Donc, souvenez-vous, il y a 28% des 1500 qui n'avaient jamais eu d'avance. La plus grosse avance versée, en tout cas de quelqu'un qui avait répondu, c'était 160 000 €. Et la plus grosse avance touchée par une femme, c'était 83 000. On a une question et puis une petite intervention aussi. On va prendre une dernière question et après, malheureusement, on va devoir s'arrêter puisqu'on va retrouver tous les auteurs invités en dédicace juste après. Donc, je passe la parole pour une dernière question. Alors, j'ai 3 petites questions, mais je ne sais pas si la réponse va être longue. Ouais. J'aurais voulu savoir d'où vient votre inspiration et aussi dans votre travail, à combien de temps vous estimez en fait le volume horaire de votre travail, le volume de travail écrit, enfin en tout cas dessiné et narré, mais aussi le temps. Est-ce que vous comptez dans votre rémunération le temps de réflexion, le temps de travail de recherche qui contribue en fait à la qualité justement de l'histoire et de l'orientation que vous prenez? Lisa, Elodie, c'est impossible, je pense, de quantifier parce que on se lève le matin, parfois on a une idée, voilà. Et puis voilà, moi j'emmène mon enfant à la crèche, et puis sur le chemin de la crèche j'y pense, et puis vite, dès que j'ai déposé le bébé, je me pose à un café et je prends des notes.
Je rentre chez moi, je réponds à mes mails, et puis avant le repas, j'ai un peu le temps de travailler, et puis pendant le repas, j'écris aussi, et puis l'après-midi, mon éditeur m'appelle, et puis jusqu'au soir, voilà. Et ça, c'est les journées où je travaille pas d'arrache-pied, quoi. Et sinon, il y a aussi les journées où on passe notre temps à dessiner du matin au soir, et donc c'est inquantifiable, parce qu'on est constamment en train de réfléchir à nos projets, et ce que même en soirée avec des amis, parfois justement l'inspiration elle vient là, et en même temps c'est pas négatif. Moi je suis ravie quand je suis en soirée d'avoir une bonne idée et de la noter dans mon carnet, tu vois. Mais bon, oui, on pourrait considérer que ça fait partie du travail aussi, et à ce moment-là on peut considérer qu'on travaille 100% du temps, je sais pas, sauf quand on dort. Jérôme, tu voulais nous dire quelque chose? Non, c'était un truc super misogyne, alors je vais m'abstenir, je vais plutôt le dessiner. Mais mon compagnon envoie Non, en fait, je voulais dire notre pareil fils à l'école aussi, et il est aussi auteur de BD, et il envoie autant que moi notre enfant à la crèche. Je voulais dire à peu près la même chose qu'Élodie, c'est inquantifiable, puisque potentiellement on bosse H24. Donc, on va se promener à la plage, on revient, en fait, on a pensé à un truc. Si on s'est baladé 2 heures, on n'a pas bossé 2 heures, mais en même temps, c'est tout le temps en arrière-plan. Des fois, on se réveille la nuit, on a une idée géniale, puis en fait, elle est nulle, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je parle dans le micro, en fait. Moi, je voulais juste dire... Je suis pas là dire pour parler, en fait. En plus. Que, en fait, par rapport... c'était l'idée que des fois, on nous dit mais vous n'avez pas d'intermittence, vous n'êtes pas intermittent. Et en fait, c'est vrai qu'on a une période, par exemple, quand on signe un album... on va être payé en avance. Alors, on peut très bien discuter de quand on va toucher la première avance, mais souvent, la première avance, elle est au rendu des premières planches. Mais avant, il y a peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des gens, 4 mois, où on va faire le découpage, c'est-à-dire, voilà. Et ce temps-là, il n'est pas compté. Alors, évidemment, quand on a un éditeur avec qui on travaille, avec qui on est en confiance, on peut dire, t'es gentil, mais moi, tu n'attends pas les premières planches pour me verser une première avance, parce qu'il faut que je bosse. Mais la plupart du temps, l'éditeur attend les premières planches pour verser l'avance. Et ces 3 mois qu'on a passé à se documenter et à découper l'histoire, et voire même... je ne parle pas du scénario, parce que c'est encore autre chose, hein, mais... et ce temps-là, il n'est pas comptabilisé pour l'éditeur. Et on peut, bien évidemment, s'arranger. Mais finalement, par rapport aux intermittents, où cette intermittence, elle a été faite pour que justement des artistes puissent travailler sur une conception de travail sans avoir besoin de rendre quelque chose, nous, c'est pas du tout comme ça. Et ce temps-là, c'est encore aussi un truc à négocier. Mais c'est vrai que souvent, moi, des fois, je me dis, mais je suis en train de bosser en fait pour pas une thune, là. Voilà, mais bon, après, je sais que ça va se mettre en route, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore un truc qui n'est pas considéré par un éditeur, quoi. Lisa, tu es la reine du volcan. Alors, on va te laisser le mot de la fin. Les 3 petites questions, du coup, il n'y en a qu'une qui est... C'est pas grave. Alors je répondrai quand même à la question, mais rapidement. Moi, je suis un peu comme Élodie. Je pense qu'en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Un coup, on y pense, un coup, on dessine, après, on procrastine. Mais la procrastination, ça fait aussi partie du processus de création. Et moi, je sais que, par exemple, en 4 ans, j'ai pris 10 jours de vacances, de vraies vacances, parce que finalement, je suis toujours un peu en train de travailler. Et c'est le choix que j'ai fait. Je suis toujours en train un peu de travailler et un peu en vacances. C'est-à-dire qu'après, c'est un autre rythme qui est un peu à contrario. Et voilà, donc je dirais que c'est vrai que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait un métier qu'on aime, qu'on est hyper heureux de le faire, qu'on est dans le partage et c'est un métier qui n'a pas toujours été très valorisé, mais qui fait qu'on n'est pas trop imbu de nous-mêmes encore dans cette profession, qu'en général, il n'y a pas tellement de concurrence entre nous, on est encore dans un milieu très bienveillant par rapport à d'autres milieux artistiques que moi j'ai pu croiser, et que là, on a l'air de beaucoup se plaindre, mais qu'au final, je pense qu'aucun d'entre nous n'échangerait ce métier contre un autre. Simplement, voilà, on veut juste pouvoir continuer de le faire dans des conditions décentes, ce qui est aujourd'hui de plus en plus discutable. Voilà. Eh ben parfait, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Lisa. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci beaucoup à Pascal Mériot, merci à Jérôme pour les dessins et à Westrack pour l'enregistrement. Et donc cette émission sera disponible en podcast sur Westrack Radio. Et on se retrouve dans un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour les dédicaces du côté de l'entrée de la bibliothèque, Salon Presse et Salon Niemeyer.